Et puis j'en arrive au quatrième volet de ce rayonnement de la France et de la grandeur de la France, c'est ce que j'appelle le volet culturel. Avec la priorité à l'universalité, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, eh bien, je proposerai, je ne suis pas sûr d'y arriver, c'est l'une des très rares propositions, j'en ai fait une autre tout à l'heure quand j'ai suggéré que l'ONU interdise les puces RFID sur les êtres humains, c'est l'une des très rares propositions du programme que je vous présente qui ne dépend pas uniquement de nous, de vous et de moi, qui dépendra de l'avis d'autres États. Mais je proposerai à l'ensemble des États membres de l'ONU de transférer le siège de l'UNESCO de Paris à Strasbourg. Le retrait de la France de l'Union européenne aura en effet pour effet de laisser le Parlement de Strasbourg sans affectation, ce qui se fera d'ailleurs à la plus grande joie des autres États, puisque l'ensemble des autres États membres de l'Union européenne ne cessent de réclamer que le Parlement européen, comme vous le savez qu'il y a 2 implantations à Strasbourg et à Bruxelles, ne se réunisse plus qu'à Bruxelles. Vous savez d'ailleurs que la France dépense des centaines de millions d'euros pour assurer la desserte de Strasbourg dans cette affaire. Alors, ce que nous proposerons, c'est que ces bâtiments désaffectés soient désormais ceux qui soient affectés à l'UNESCO. Il faut modifier la Charte des Nations Unies puisqu'il est prévu que l'UNESCO a son siège à Paris, mais son transfert à Strasbourg sera le symbole de la paix et de la réconciliation entre la France et l'Allemagne, puisque l'UNESCO, comme vous le savez, est l'organisation mondiale des Nations Unies chargée de l'éducation, des sciences et de la culture, dont le but même est de promouvoir la paix et la compréhension entre les peuples du monde. Le siège de l'UNESCO à Paris est extrêmement sous-dimensionné, puisqu'il a été inauguré le 3 novembre 1958. À l'époque, il y avait environ 80 États à l'Organisation des Nations Unies. Nous en sommes à 196 ou 197. Le nombre d'États a été multiplié par 2,5, donc les bâtiments craquent. Les bâtiments de Strasbourg, ou beaucoup plus vastes, seront donc beaucoup plus appropriés à la vocation mondiale de cette institution onusienne. Et au passage, ceci me permet de rassurer nos compatriotes alsaciens de la région de Strasbourg, qui peuvent se dire « mais quand même, l'Europe nous apporte beaucoup de choses ». Eh bien, rassurez-vous, le transfert de l'UNESCO à Strasbourg permettra de donner à Strasbourg et à sa région un rayonnement planétaire et dynamisera en outre l'économie locale, puisqu'on verra cette fois-ci des délégations venues de 195 pays de la planète plutôt que de 27. Donc le siège de l'UNESCO sera donc transféré à Strasbourg, si donc les membres sont d'accord. Et en parallèle, nous créerons un centre mondial de la concorde entre les civilisations à Strasbourg, qui sera construit juste à côté, ou qui bénéficiera d'ailleurs des mêmes locaux à Strasbourg. Ce nouveau palais de l'UNESCO à Strasbourg sera donc assorti d'un centre mondial de la concorde entre les civilisations, qui sera la réponse du berger à la bergère face à tous les théoriciens du choc des civilisations. Ce centre bénéficiera de la proximité de l'UNESCO. Ce centre a vocation de recherche et de présentation muséographique, réunira des chercheurs du monde entier et présentera au grand public toutes les théories porteuses de guerre, et notamment la théorie actuelle du choc des civilisations. Et j'ajoute, pour que le symbole soit extrêmement parlant, que nous inaugurerons ce centre le 3 août 2014, le jour du 100e anniversaire de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France, ayant provoqué la Première Guerre mondiale. J'insiste sur l'aspect des choses parce que, d'abord, ça sera une réponse très importante à l'affaire du choc des civilisations, mais c'est aussi, en termes de communication, un message fort que nous adresserons à l'ensemble du monde et aussi à nos partenaires européens. C'est-à-dire que sortir de l'Union européenne, c'est vouloir faire la paix. L'Europe, c'est la guerre. Parce que tous ceux qui me disent « il faut rester dans l'Union européenne parce que l'Europe, c'est la paix », eh bien non, nous leur montrons que c'est désormais l'inverse qui est vrai. Le 18e point, c'est redonner toute la priorité à nos liens avec le monde francophone. Alors là, nous ne sommes plus maintenant on n'est plus dans le registre du programme du Conseil national de la résistance, quoique
Vous vous rappelez qu'il parlait d'améliorer le statut juridique et social des populations indigènes. Il utilisait évidemment les termes de son époque. En 1944, la France avait encore tout son empire colonial, mais il y avait déjà une idée fondamentale derrière, qui était l'idée de développer des liens tout à fait particuliers, nouveaux, et des liens d'égaux à égaux avec les pays de l'ensemble issus de la colonisation française. Je rappelle d'ailleurs, au passage, cette chose insuffisamment soulignée, c'est que lorsque la Constitution française a été adoptée en 1958, elle avait un titre 13 qui s'appelait de la communauté, et qu'elle est la communauté des États francophones. Or, ce titre 13 est tombé en désuétude, et il a été, tenez-vous bien, supprimé en 2005 au moment du toilettage de la Constitution pour faire la Constitution européenne. Donc c'est tout à fait saisissant de voir qu'au moment où on a prétendu enfermer la France dans un périmètre artificiel avec la Lettonie ou l'Estonie, eh bien au même moment on supprimait les vestiges de ce qu'aurait pu être une communauté des États francophones. Alors, eh bien, je rappelle que l'Organisation internationale de la francophonie est un des éléments très importants du rayonnement de la France. Je rappelle que cet atout totalement décisif de notre pays est laissé en jachère par les dirigeants français sous prétexte de construction européenne, puisque nous affirmons que nous sommes les alliés des Allemands, des Italiens, des Slovaques, des Polonais, des Lettons, etc. Du coup, on se coupe de ce qui faisait notre vraie puissance, et tout ceci, souvent, au grand désespoir d'un certain nombre de ces pays du monde qui regardaient vers Paris et qui sont de plus en plus désespérés. Je rappelle qu'il y a ici une formidable possibilité de développement mondial. Je rappelle que la francophonie, c'est justement tout le contraire du choc des civilisations, puisqu'il y a ici, vous avez les Jeux de la francophonie qui se sont déroulés au Liban, en haut. Vous avez ici une publicité qui avait été faite par les expatriés français en Chine, parce que quand on vit loin de France, on se rend compte à quel point on a une proximité avec les peuples francophones. Et puis nous avons effectivement les pays de la francophonie qui ont cet admirable avantage d'être présents sur les 5 continents, et en particulier d'avoir toutes les ethnies, toutes les religions à peu près qui se regroupent selon une affinité linguistique et historique. Donc, cette priorité à la francophonie, eh bien, nous proposerons à nos partenaires la création d'un parlement de la francophonie. Et il sera installé où ? Eh bien, je vous le donne en mille, il sera installé justement dans les locaux de l'UNESCO, que nous aurons donc vidés pour les transférer à Strasbourg, où ils auront beaucoup plus la place pour signaler justement la paix. D'ailleurs, ça sera mieux, puisque Strasbourg est une ville qui se trouve à la frontière du monde latin et du monde germanique. Donc ça sera un extraordinaire symbole. En revanche, eh bien, les locaux de l'UNESCO sont tout à fait à la taille de la quarantaine de pays et qui sont membres de la francophonie. Nous proposerons, là aussi, je ne sais pas si nos partenaires l'accepteront, nous proposerons ce Parlement qui serait installé dans ces locaux à Paris, dont l'objectif serait d'entretenir un lien politique permanent entre les États de la francophonie, et non pas un vague secrétariat qui manque considérablement de moyens, et puis un sommet une fois tous les 2 ans, de donner corps à une véritable communauté francophone, de contrecarrer les théories racialistes et guerrières du choc des civilisations promues par les think tanks américains et dont la construction européenne est une application régionale, de permettre l'élaboration, si c'est possible, de positions communes de la francophonie sur tous les grands sujets planétaires. Par exemple, sur le système financier international, par exemple la réforme de l'Organisation mondiale du commerce, par exemple les termes de l'échange, par exemple les évolutions naturelles et sans doute souhaitables du franc CFA, par exemple les problèmes environnementaux, par exemple la paix dans le monde. Eh bien, je veux vous assurer que si dans des instances comme l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, etc., il y avait les 40 États de la francophonie qui avaient une position commune de temps en temps sur un sujet, eh bien, ce serait quelque chose de très important. Très important. C'est justement ce que ne veulent pas les européistes. C'est justement ce que ne veulent pas les anglo-saxons.
Ils veulent justement nous couper de ce qui fait notre vraie puissance. D'ailleurs, j'ai déjà souligné, je l'avais écrit déjà dans la charte qui fonde l'UPR, où j'avais déjà précisé que nous constitutionnaliserions le principe du siège permanent au Conseil de sécurité pour la France. Ce sera aussi un siège permanent qui, si possible, se fera le porte-parole des positions de l'ensemble de la francophonie, qui permettra par notre voix, non seulement la voix de la France, mais la voix de la francophonie. Et ce n'est pas quelque chose d'artificiel, puisque une langue, c'est quand même d'abord et avant tout une vision du monde et une affection partagée. À propos d'affection partagée, eh bien, réorienter une partie de notre aide vers l'Union européenne en une aide vers les pays de la francophonie. Ces fonds proviendront pour partie des économies considérables réalisées du fait de nos retraits de l'Union européenne. Et puis développer un système d'échange d'étudiants très important de type Erasmus avec les pays de la francophonie. Pourquoi devrait-on échanger, avoir des étudiants qui iraient s'installer? Je ne suis pas contre le fait d'aller en Lituanie, d'aller en Danemark, mais pourquoi est-ce que nous n'aurions pas des étudiants français qui iraient suivre des cours, par exemple, je ne sais pas moi, à Montréal, ou bien à Saïgon, ou bien à Dakar, et réciproquement. Donc il faut qu'il y ait un développement de ces échanges, et puis sensibiliser le peuple français à son appartenance à cette sphère d'influence mondiale, ayant le français en partage. Ce sera d'ailleurs d'autant plus facile que, comme vous le savez, il y en a certainement parmi vous dans cette salle, que beaucoup de nos compatriotes ont des origines provenant des pays de la francophonie. Donc c'est beaucoup plus naturel à tous les égards de se rapprocher de ces pays avec lesquels nous avons tant de points communs.